Dans l'une de mes précédentes vidéos sur Node.js, j'ai montré comment Node.js permet d'utiliser facilement les variables d'environnement. Nous avons également découvert qu'à partir de la version 20 de Node.js, il est possible de charger ces variables d'environnement directement depuis un fichier de configuration sans avoir recours à une bibliothèque tierce comme .env. L'une des recommandations du 12 Factor App, un ensemble de règles pour le développement d'applications SaaS modernes, est de séparer la configuration d'une application du code source. Pour réaliser cela dans la pratique, on utilise les variables d'environnement qui sont fournies à l'application lors de son initialisation. Jusqu'à présent, nous avons inséré des informations telles que le port d'écoute de notre application, les informations de connexion à la base de données et le secret ou le salt pour hacher les tokens d'authentification directement dans le code. Cependant, ceci n'est pas une bonne pratique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre nos applications basées sur Express prêtes pour le déploiement et comment passer facilement d'un environnement à un autre en utilisant les variables d'environnement. Le 12 Factor App est une méthodologie, c'est-à-dire un ensemble de 12 règles à respecter pour développer des applications SaaS modernes, portables sur différents systèmes, prêtes à être déployées sur des plateformes cloud modernes, prêtes à monter en échelle sans changement d'architecture ou de code, tout en minimisant les divergences entre l'environnement de développement et l'environnement de production. L'une des recommandations du 12 Factor App est de séparer la configuration d'une application du code source. Selon le 12 Factor App, la configuration d'une application inclut tout ce qui change d'un environnement de déploiement à un autre. Et cela comprend par exemple les clés d'API, les informations de connexion à une base de données, les identifiants pour accéder à un service tiers, le port d'écoute, le nom de domaine d'une application, etc. La configuration change d'un environnement à un autre, mais pas le code. La configuration d'une application est stockée dans des variables d'environnement. Nous allons donc modifier notre application pour respecter cette troisième règle du 12 Factor App. Concernant le processus que nous allons suivre pour atteindre cet objectif, cela peut se résumer comme suit. Nous allons dans un premier temps identifier les variables qui peuvent changer d'un environnement à un autre, c'est-à-dire les ports, les crédentials, les secrets, les clés d'API et tout ça, dans un premier temps. Ensuite, nous allons créer un fichier de variables d'environnement pour stocker ces variables et faciliter leur mise à jour ou l'ajout de nouvelles variables. Il est important ici de noter qu'il ne faut pas committer ce fichier, donc on doit l'ajouter au gitignore. Et pour donner par exemple aux autres développeurs qui travaillent sur le même projet une idée du contenu de ce fichier, nous pouvons créer un fichier servant d'échantillon pour informer les autres développeurs du format de ce fichier. Et ça, nous pourrons par exemple l'ajouter à Git. Nous allons ensuite indiquer à Node lors du démarrage de notre application d'utiliser ou de considérer ce fichier comme un fichier contenant les variables d'environnement. Côté code, nous allons créer un service de configuration qui mettra les variables au bon format avec les bons types et qui sera doté d'une méthode permettant de récupérer la valeur d'une variable en utilisant la clé correspondante. Nous allons ensuite injecter ce service dans des contrôleurs ou des services selon les besoins de notre application pour éviter de faire à chaque fois appel à process.env qui nous permet de récupérer des variables d'environnement disponibles sur notre système en utilisant Node. Avec tous ces éléments en tête, nous pouvons commencer par identifier les variables qui peuvent changer en fonction de l'environnement et créer notre fichier de variables d'environnement. Nous allons également supposer que nous avons seulement deux environnements, l'environnement de développement et l'environnement de production. Donc nous aurons besoin à la fin de deux fichiers de variables d'environnement. Je vais donc commencer par créer ici un fichier d'environnement à la racine de mon projet. Donc je vais nommer ce fichier simplement .env dans un premier temps. Donc si nous retournons au code de Bootstrap de notre application, donc ici nous avons des variables que nous avons déclarées directement dans notre code et qui peuvent changer selon l'environnement. Donc je vais commencer par créer ces différentes variables. Donc je vais copier tout ceci que je vais mettre au niveau de mon nouveau fichier que j'ai créé. Donc il y avait également d'autres informations comme le secret. Donc si je cherche secret ici, donc il y a le secret
qui peut changer d'un environnement à l'autre, et également le set round aussi, que nous pouvons changer d'un environnement à l'autre. Donc on met tous ces éléments ici en attendant. Donc il y avait également la durée de vie des tokens, le TTL également. Donc je vais récupérer toutes ces différentes informations qui peuvent changer. Donc c'est ces différentes informations que j'avais dit sur la vidéo précédente que nous reviendrons dessus et que nous les mettrons dans des variables d'environnement. Donc côté variables d'environnement, nous n'avons pas besoin d'avoir des consts et tout ça. Donc je vais enlever tout ça. Donc il s'agit d'un fichier de clés et de valeurs. Donc je vais enlever tout ça. Donc je vais créer des équivalents de ces différentes variables en leur donnant des noms plus parlants. Donc pour le port, par exemple, on peut laisser cela comme ça. Pour le DB URI également, on peut le laisser comme ça. Pour le salt round, donc du coup, je vais changer la valeur ici. Donc je vais nommer ça salt round, mais juste en majuscule. Donc je fais ici salt rounds. Donc on lui donne la valeur 10 ici. Le secret, il s'agit du secret du JSON Web Token. Donc on va nommer ça de cette façon, JSON Web Token secret. Et pour le TTL, pareil, ça concerne le JSON Web Token, donc on va nommer ça de cette façon. Donc je vais enlever les espaces autour des égales ici. Je vais enlever également les points-virgules, donc j'ai pas besoin. Donc là, c'est bon pour la création du fichier de variable d'environnement. Nous pouvons maintenant procéder à la création d'un nouveau fichier. Donc nous allons supposer par défaut que nous avons deux environnements comme nous l'avons dit. Donc ici, je peux renommer ce fichier par exemple en development de cette façon et faire une copie, changer les valeurs pour le cas de la production par exemple. Donc ici, je peux ajouter un paramètre supplémentaire. Donc je peux mettre le node env qui est utilisé par beaucoup d'applications. Donc même si c'est pas un standard, c'est une façon de faire dans la communauté. Donc je vais mettre ici development. Donc c'est bon, je peux faire une copie de ceci. Donc je fais une copie où je peux dupliquer cela. Je m'assure juste de créer le fichier. Le fichier, je dois le créer à l'extérieur, au même niveau que à la racine du projet directement. Donc pas besoin de le mettre dans les sources. Donc je fais une copie de ceci que je colle. Donc là, j'avais le env.development. Donc là, je vais créer un autre que je vais nommer prod. Donc ici, ce sont des fichiers .env. Donc c'est plutôt l'extension qui devait être .env. Donc du coup, je vais déplacer ceci. Je vais faire ceci. Je précède le nom du fichier de point pour que le fichier soit un fichier caché. D'où le point que je mets pour précéder les noms des fichiers. Donc ici, je vais changer un peu la chose ici. Donc je vais mettre ici .production.env. Donc au niveau du fichier d'environnement de production ici, si je vérifie, ils sont bien. Le prod est bien à la racine, mais j'ai pas le development à la racine. Donc je me ramène aussi ça à la racine. Donc j'ai le development env, le production. Donc ici, au niveau du production, je peux supposer par exemple que les informations en production changent par exemple. Donc en supposant que j'utilise par exemple le port 5000 en production et que mon nom de base de données utilisé en production c'est
dbprod par exemple, donc je peux effectuer ces différents changements ici, en supposant que le secret en production aussi change et que j'ai une valeur qui est comme ça par exemple. Donc je peux avoir les différentes informations qui changent. Et en supposant par exemple lorsque je suis en environnement de production, par exemple, que j'ai le token qui prend plus de temps, par exemple une journée, donc je peux mettre one day par exemple ici. Donc là nous venons de créer le fichier les différents fichiers de variables d'environnement en fonction des différents environnements. Donc il faut maintenant procéder au chargement de ces fichiers, dire à Node d'utiliser ces fichiers lors de l'initialisation de notre application. Donc pour pouvoir faire cela, nous allons modifier un peu notre script de démarrage de l'application ici. Donc au lieu de faire node dist et de prendre directement le fichier, nous allons préciser maintenant différents fichiers spécifiés à Node que nous voulons utiliser différents fichiers de variables d'environnement selon l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc je vais juste créer ici un start prod pour dire que pour lancer en prod on va utiliser cette commande et en dev par défaut on va utiliser cette commande. Donc jusque là nous avons lancé notre application en utilisant en mode watch on utilisait le dev et oui on utilisait le start dev pour pouvoir démarrer notre application en mode watch. Mais vu que nous voulons maintenant utiliser les suffixes dev et prod pour différencier les environnements, il va nous falloir ajouter quelque chose d'autre ici pour différencier les différentes commandes. Donc j'ajoute le W pour dire que c'est en mode dev et watch. Donc le start ici, je peux dire maintenant que le start représente pour nous plutôt le start en mode dev ou laisser simplement le start tel quel et dire que lorsqu'on veut lancer l'application en mode développement, donc on ne précise rien. Donc je peux laisser les choses comme ça. Donc il me suffit maintenant de spécifier lors du démarrage de l'application que j'utilise tel ou tel fichier de variable d'environnement. Donc nous avons vu comment réaliser cela dans l'une des vidéos précédentes sur les fichiers de configuration que je vous invite à voir pour avoir plus de détails. Donc ici on va juste préciser le paramètre maintenant que le onFile correspond au fichier que nous venons de créer. Donc nous sommes en mode développement et le package.json se trouve au même niveau que notre fichier de variable d'environnement. Donc je vais juste récupérer le nom du fichier et l'utiliser ici. Donc je vais dire qu'au démarrage de l'application, utilise tel fichier de variable d'environnement et charge son contenu comme variable qui sera disponible pour mon application. Donc nous allons faire la même chose pour la prod également. Donc on va faire ceci. Donc au niveau de la prod, je fais la même chose. Juste que je vais changer ici le development par production. Donc nous allons maintenant tester pour voir si ce que nous avons ici marche ou pas. Donc pour cela, je vais juste modifier un peu l'initialisation le démarrage de l'application. Donc je vais juste ici, dans un premier temps, avant de commencer par prendre en compte les variables, je vais juste ici, lorsque je lance l'application directement, afficher ici le node env. Donc je vais faire ici process.env et afficher par exemple le node env ici. Donc je vais juste afficher la variable correspondant à mon environnement que je suis en train de correspondant à mon node env, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je me trouve actuellement. Donc on va faire un petit test ici. Donc déjà pour le build, donc on fait npm run build. Donc le build on va quand même le lancer en dev. Et nous allons ouvrir un autre shell. Donc ici nous allons faire npm run
start ici, on va dire que nous voulons faire le start dev. On va voir ce que ça va donner. Donc là, il nous dit que le env correspond à development et qui s'est bien connecté à la base de données. Donc nous allons faire la même chose mais en testant pour la prod. Donc si je fais start prod, donc on s'attend à voir production qui est affiché. Donc on voit que l'environnement est production dans ce cas. Donc ça veut dire que ici, en environnement de développement, nous nous connecterons à une base de données qui sera différente de la base de données en production. Donc pour vérifier cela, il va falloir faire des tests sur l'application pour pouvoir vérifier plus tard cela. Mais vu que nous n'avons pas encore mis en place les choses, donc du coup, c'est toujours la base de données par défaut à laquelle l'application va se connecter, vu que c'est ces informations que nous avons spécifiées ici. Donc c'est les informations que nous avons spécifiées qui sont utilisées pour le moment. Donc le test que nous avons fait ici nous permet juste de savoir que ce que nous avons mis en place ici marche bien. Donc nous allons maintenant nous concentrer sur le code, maintenant que les variables d'environnement sont mises en place. Donc on va se concentrer maintenant sur le code. Donc la prochaine étape, c'est de mettre en place un service de configuration que nous pourrons utiliser pour faciliter les choses. Donc je reviens au niveau de mon application ici. Donc jusque là, nous avons laissé certains éléments à la racine du projet. Donc là, nous avons commencé par, encore une fois, par organiser progressivement les choses. Donc ici, je vais créer un dossier core. Donc, je vais créer un nouveau dossier core que nous allons utiliser pour stocker des choses qui sont globales à l'application, les utilitaires et tout. Donc je vais commencer par déplacer par exemple error middleware ici. Oui, je vais mettre à jour les imports. Je prends les constantes également, je peux les déplacer là sans souci. Donc tout ce qui peut être global à l'application, je peux les déplacer là. Donc le loga, c'est quelque chose que nous avons vu dans une précédente vidéo, mais je pense qu'on ne l'utilise pas, donc je peux supprimer cela d'ici. Donc nous avons le DB qui est là. Donc je peux également déplacer tout ça ici. Donc c'est bon pour le déplacement des fichiers. Donc ici, c'est dans le corps maintenant que nous allons créer le service de configuration. Donc ici, nous pourrons choisir par exemple de créer un dossier pour séparer les choses. Donc on peut créer un dossier par exemple pour les middleware. Donc on peut créer un dossier par exemple pour les middleware partagés. On peut créer un dossier pour les services également. Juste pour mieux organiser les choses. Donc je peux déplacer mon middleware là. Et les constantes c'est bon. Donc ici, nous allons créer maintenant dans ce dossier le service de configuration. Donc on peut nommer ça configuration service par exemple ou config service. Donc je vais nommer ça configuration service.ts. Donc qu'est-ce que ce service va faire? C'est ce service qui va récupérer les informations c'est ce service qui va nous permettre de récupérer les informations qui sont contenues dans nos variables d'environnement. Donc récupérer les variables d'environnement dont nous avons besoin et les passer à l'application. Les mettre également sous le bon format et tout. Donc ce qu'il faut savoir par défaut, lorsqu'on charge les éléments à partir d'un fichier de configuration, comme nous l'avons fait ici, donc toutes les valeurs sont considérées comme étant des chaînes de caractères par défaut. Donc vu que nous travaillons des fois avec des valeurs qui sont entières, des valeurs qui sont des chaînes de caractères et tout, donc on peut parser ces données au niveau de ces informations au niveau
de ce service avant de le fournir à l'application. Comme ça, ce serait toujours sur le bon format au lieu d'avoir à refaire chaque fois ce travail manuel. Donc ici, nous allons juste extraire les variables qui sont présentes ici. Donc je vais juste récupérer les noms des différentes variables que nous avons créées ici et les utiliser ici. Donc on va déstructurer un peu notre process.env pour extraire les différentes informations dont nous avons besoin. Donc ça nous permet de récupérer les informations. Maintenant, il nous faut créer maintenant notre vraie configuration. Donc on peut créer par exemple une variable config qui sera une association de clés valeurs et qui va contenir nos vraies valeurs correspondant aux variables. Donc ici, on peut nommer ça autrement. Donc ici, nous allons juste nommer ça comme nous le souhaitons. Donc on va dire que le port correspond au port. Nous avons le env par exemple qui correspond à node env. Donc au niveau du port, par exemple, on sait que le port, c'est une valeur qui est numérique. Donc du coup, on peut parser la valeur, par exemple, de cette façon, pour la convertir en une valeur numérique. Donc ici, j'ai une erreur, il me dit quoi? Que ça peut être undefined, oui, c'est-à-dire que l'utilisateur peut ne pas renseigner la valeur. Donc ce que nous pourrons faire ici, nous pourrons dire que par défaut, lorsque cette valeur n'est pas renseignée, donc on peut faire quelque chose comme ça, et dire que cette valeur, lorsqu'elle n'est pas renseignée, que la valeur que nous lui donnons par défaut, c'est la valeur 3000, par exemple. Comme ça, si l'utilisateur ne précise aucun port lors de la création du fichier, donc c'est cette valeur qui sera prise par défaut. Donc pour le node env aussi, on peut faire pareil et dire que si rien n'est précisé, c'est development. Donc nous avons le node env, le port, donc nous avons le db URI. Donc pour le db URI, donc on va nommer ça comme ça, db URI. Donc ça va mapper sur la valeur en question. Nous avons le salt round, donc le salt round, ça concerne plus le hash du mot de passe. Donc on va dire par exemple simplement salt rounds comme ça et mapper ça sur cette valeur. Donc on va faire pareil pour le JSON secret. Donc je vais mettre ici JSON web token secret par exemple. Donc on map ça sur la valeur en question. Donc on fait pareil pour le JSON, le TTL. Donc je fais ici JWT TTL. Donc je mets nous allons maintenant créer, comme dans les vidéos précédentes pour les autres services, un petit factory qui va nous retourner le service proprement dit. Donc ici, je vais créer un create config service factory. Donc on va dire que c'est soit une fonction, je fais ceci, je peux utiliser une fonction directement. On a besoin d'exporter cela. Donc on va dire ici que le service en question, donc on va faire un return ici. Donc que le service en question dispose d'une méthode get qui va prendre en paramètre une clé qui sera le nom de la variable ou la clé correspondant à la variable et qui va nous retourner une valeur donnée.
Donc cette valeur donnée sera la configuration avec cette valeur donnée sera la valeur de la clé, la valeur correspondante à la clé passée ici au niveau de la configuration que nous avons mis en place. Donc nous allons mettre en place ici un petit typage. Donc ici, je vais dire par exemple que j'ai un type qui correspond aux clés de variables d'environnement. Donc je vais dire par exemple var, je vais nommer ça comme ça, var qui par exemple, qui correspond aux clés des variables. Donc je vais dire ici que ces clés correspondent aux différentes clés qui sont ici. Donc l'idée c'est d'avoir lors de le service que nous avons ici, lors de l'appel du get, qu'on puisse passer des clés correspondant aux différentes clés que nous avons ici. Donc là je vais juste dire ici que c'est du key of de type of config comme ça. Donc si on vérifie la valeur de ce type, il correspond aux différentes valeurs qui sont là. Donc si on regarde, donc on va utiliser ce type ici au niveau de notre clé. Et le résultat retourné sera la valeur correspondant à la clé. Donc ici, il nous faut maintenant implémenter le corps de cette fonction. Dans cette fonction, on va juste retourner la configuration en question, la valeur de la clé en question. Donc si on regarde un peu, donc le factory nous permet de créer un service, c'est-à-dire un objet doté d'une méthode get qui prend en paramètre la clé correspondant au nom de la variable que nous avons ici, correspondant à la clé que nous avons ici et qui retourne la valeur correspondant à la valeur d'une variable d'environnement donnée. Donc nous venons de mettre en place le service. Donc nous allons maintenant faire appel à ce service à l'extérieur et l'utiliser. Donc ça veut dire que nous pourrons aller maintenant au niveau de notre index ici. Et là où nous récupérons ces différentes valeurs. Donc si je reviens ici, donc nous pourrons commencer par faire appel à la création du service. Donc ici nous allons commencer par créer le service en question. Donc on va nommer cela config service. Et ce config service, lorsqu'on va vouloir récupérer le port, par exemple, il nous suffit de faire ceci, config service.get comme ça, et de lui passer la valeur du port. Donc on voit que vu que nous avons mis en place le typage, nous avons les bonnes clés qui nous sont retournées. Donc pareil ici, nous allons faire la récupération ici du db URI. Donc je vais mettre ici db URI. Donc nous avons ici un problème de typage vu que les valeurs que nous retourne le get service, donc si on se réfère à ce que nous avons ici, vu que les valeurs que nous récupérons au niveau de nos variables d'environnement peuvent être soit undefined, soit des valeurs qui sont renseignées, donc ça veut dire que toutes ces clés que nous avons ici, leurs valeurs vont correspondre soit à undefined, soit à l'une des valeurs que nous avons explicitement mis ici. Donc si nous prenons le cas du port, donc ça veut dire que le port sera soit undefined, soit égal à number à la récupération de la valeur. Donc ce qui donne ce que nous avons ici. Donc on a soit string, number ou undefined. Donc il va falloir nous de notre côté réaliser soit utiliser le as ici ou créer une variable, plutôt un type que doit respecter la configuration pour pouvoir voir la bonne configuration. Mais je ne vais pas me fatiguer avec le typage ici. Et l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est d'avoir un contrôle sur certaines valeurs qui sont requises ici et de lever une exception, par exemple, lorsque ces valeurs ne sont pas renseignées. Donc ça, c'est pour juste valider
le fichier de configuration. Ici, on va supposer que les valeurs sont bien renseignées par l'utilisateur. Donc ici, nous avons tout qui est en place. Le cell rounds, normalement, ça doit être un nombre. Donc du coup, on va dire ici que si la valeur est renseignée, donc au cas où la valeur n'est pas renseignée, on donne la valeur 0, mais on s'assure de passer quand même la valeur sur le bon, pour que ça soit un number. Donc nous allons tester déjà si ce que nous avons fait jusque-là est bon ou pas. Donc au niveau de l'index ici, nous avons besoin à l'utilisation de considérer ces valeurs. Le port, nous allons dire que le port, nous le considérons comme étant un number, et le dbURI également, nous allons dire que nous considérons que c'est une chaîne de caractères. Donc ça nous évite le problème de typage que nous avons. Ensuite ici, ce que nous pourrons faire pour tester si tout marche bien, c'est juste d'afficher la valeur de la configuration ici dans notre console pour voir ce que ça donne. Donc on s'attend à avoir le port et le dbURI correspondant à l'environnement auquel nous sommes connectés. Donc si je regarde dans la console ici, je vais juste relancer les choses. Donc je relance le build. Ici également, je relance l'environnement de développement. Donc on voit ici que les valeurs qui me sont affichées dans la console, c'est le 3000, le port 3000 et l'URI correspondant aux valeurs que nous avons renseignées ici. Donc si nous changeons par exemple l'environnement ici et que nous passons en prod, donc on s'attend à voir du 5000 et l'URI qui a changé avec dbprod ici. Donc pour faire un petit test et s'assurer que les choses marchent bien, si nous prenons notre outil de test de l'API ici, donc précédemment l'application fonctionnait sur le port 3000. Mais si j'essaie maintenant de faire une requête sur ce port qui est le port 3000, vu que l'application est démarrée maintenant sur le port 5000, donc ça fait qu'il n'y a aucune application qui écoute sur ce port 3000, d'où l'erreur que nous avons ici. Mais si nous essayons maintenant de changer le port et que je mets ici 5000 qui correspond au port de production, si je lance l'application, donc on voit qu'il arrive à se connecter bien à l'application qui écoute maintenant ce port 5000. Et lorsque nous allons plus loin et que nous vérifions par exemple les bases de données que nous avons, donc on voit que nous avons maintenant la base de données que nous utilisons pour le développement et la base de données de prod. Et si nous nous connectons à la base de données de prod, par exemple si je fais use db prod par exemple, et que je fais l'affichage des collections, et que je fais ensuite l'affichage des collections qui se trouvent dans la table user, donc si je fais un friend sur les utilisateurs, donc on voit que l'utilisateur qui est ici correspond à l'utilisateur que nous avons créé tout à l'heure là. Donc dans l'idée est le set AC que nous avons là. Donc nous avons le set AC qui correspond à cet utilisateur. Et cet utilisateur se trouve dans la base de données dbprod qui est la base de production, vu que nous avons lors du démarrage de l'application utilisé le fichier de variable d'environnement correspondant à production dans ce cas. Donc il s'agit de cette base de données qui est utilisée et ce port qui est utilisé dans ce cas. Donc cela nous montre que le service que nous avons mis en place fonctionne bien. Donc là, je vais juste revenir sur l'environnement de dev. Donc ici, ça veut dire que si je referme maintenant ceci, donc j'ai l'erreur parce qu'il n'y a plus rien. Et lorsque je remets mon port 3000, je peux effectuer des requêtes comme je le veux. Donc si je teste le login par exemple, donc j'ai le token qui m'est bien retourné. Donc dans ce cas, nous avons utilisé le service pour récupérer le port et l'URI de connexion à la base de données. Donc il nous reste deux endroits dans l'application où nous n'avons pas effectué ce changement
comme le TTL par exemple. Donc si on vérifie le TTL, le cas du TTL ici, nous l'avons mis également en dur ici. Donc l'idée serait maintenant d'injecter le service que nous avons créé au niveau de ce user service. J'ai fait un typo ici, j'ai mis use service. Donc je vais renommer ça en même temps. Ici c'est user service. Du coup, comme je le disais, l'idée serait maintenant d'utiliser ce service pour la récupération de cette valeur au lieu de le mettre en dur ici. Donc ce que nous pourrons faire dans ce cas, nous allons injecter le service ou utiliser le service que nous venons de créer comme dépendance lors de la création du user service ici. Donc ça veut dire que ce service maintenant doit être pris comme paramètre de cette fonction. Donc on va devoir ajouter une dépendance ici qui sera le config service par exemple. Donc ceci va correspondre à notre fichier à notre service de configuration. Donc si je reviens au service de configuration, pour le moment nous n'avons pas défini le typage. Si je regarde ici, ça retourne juste ça. Donc on peut également définir un type ici. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Export type. Donc je vais dire par exemple que j'ai un type qui est user service. Déjà ici j'ai fait une erreur. Également typo. Je vais corriger cela en même temps. Donc config service, c'est service. Config service. Ok, donc je dis ici que mon config service correspond au return type de cette fonction que j'ai ici. Le return type, ok, donc je dois faire return type de type of. Donc ça me permet d'avoir le bon typage pour ce service. Donc je peux maintenant utiliser ceci. Au niveau de mon user service, je vais dire que ce config service, est-ce que j'ai exporté ceci? Ouais, c'est bon. Donc je peux dire ici que mon config service doit être de ce type. Je vais juste l'importer. Et je vais faire pareil ici. Au niveau du typage ici, donc on dit qu'on a un user repository et ceci. Donc ça veut dire que après l'injection de ce service, je peux maintenant utiliser le service pour déterminer mon TTL ici. Donc je l'avais vu tout à l'heure, le TTL. Donc la valeur ici. Donc au lieu d'avoir la valeur en dur, on peut maintenant faire appel à notre service, faire un get dessus et récupérer le JSON Web Token TTL ici. Et là, il va falloir juste indiquer que ceci est une valeur qui est soit une chaîne de caractères, soit un nombre. Donc je vais dire as string, soit c'est une chaîne de caractères, soit c'est un nombre. Donc là c'est bon pour le TTL. Donc il y avait également le secret. Donc on va chercher le secret. Où est-ce qu'on l'utilise, le secret? Donc le secret est utilisé ici. Ok, donc si on regarde, donc le secret, il s'agit ici d'une constante que nous avons définie. Donc ça également, on devait le récupérer au niveau des configurations. Donc ce que nous allons faire dans le cas des secrets et des salts,
Donc on va plutôt modifier cette fonction pour que cette fonction prenne en paramètre le salt. Donc on va dire que le salt c'est plutôt un paramètre de cette fonction. Donc je vais mettre en commentaire ceci. On va changer le... Donc on va dire que le salt ici, on sait que c'est de type number. Donc ça veut dire que maintenant que c'est à l'utilisation qu'on va lui passer cette valeur. Donc on va faire pareil pour le secret ici. Donc partout où on utilise le secret ici, est-ce qu'on utilise le secret quelque part ici? Déjà on n'a pas de message d'erreur. Je vérifie. Ok, donc ici c'est bien. Donc nous allons enlever tout ça. Normalement l'application doit casser les parties où on utilise ce hash password ne doit plus fonctionner. Donc je cherche de façon globale où est-ce que j'utilise cette fonction. Je l'utilise ici. Donc cette fonction se trouve également au niveau de mon user service. Or au niveau de mon user service, j'avais déjà injecté le config service, donc je peux profiter de cela directement ici. Donc je vais dans un premier temps récupérer la valeur correspondant au... Je vérifie ici, il prend quoi comme paramètre? Il a le salt. Ok, donc je vais récupérer ici la valeur correspondant au salt rounds. Donc je fais appel à mon service en question, je fais le get, je lui récupère le salt rounds que je passe ensuite à ma fonction de hash ici. Donc ici il faut juste parser la valeur. Donc ici je vais juste dire que ceci je considère ça comme étant number parce que j'ai déjà fait le travail plus haut. Donc là c'est bon pour le salt. Au niveau de user service, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok, le secret n'existe pas, donc n'existe plus plutôt. Donc nous allons faire pareil ici. Donc nous allons récupérer le secret et nous allons considérer que le secret non. Donc ici le secret on va le passer également en paramètre à cette fonction. Donc on va dire que cette fonction prend en paramètre un secret qu'il faut préciser lors de la génération du token. Donc le secret on lui passe en paramètre, c'est bon. Donc il va falloir maintenant vérifier où est-ce qu'on utilise cette fonction. Donc cette fonction est utilisée au niveau du contrôleur. Donc cette fonction est censée, si je vérifie, donc il y a beaucoup de choses qui sont maintenant cassées. Le generate. Ok, on va corriger tout ça. Déjà, le service il est là. C'est bon. Le user service. Ok, au niveau du secret, maintenant on lui passe une valeur. Ok, donc je vérifie. Donc je dois corriger le type un peu partout, vu que je n'avais pas utilisé un type qui est dynamique, comme le cas du service de configuration. Donc il va falloir dire ici que ce service prend en paramètre maintenant le secret. Donc au lieu d'avoir à faire tout ça manuellement, on peut également améliorer le typage comme on l'a fait pour le config service. En changeant un peu le typage ici, donc on peut créer un type ici pour faire simple et avoir les choses dynamiques. Donc on va dire que le user service, donc on va dire que le type user service, donc on va exporter ceci.
que le type user service correspond au return type de type of le user service factory ici. EasyCore ici. Il dit que ça retourne user service ici qui correspond à ça. Ok, le typage que j'avais mis ici c'était une interface. Ok, il y a conflit. Ouais, je laisse ça comme ça. Je ne veux pas gérer les typages pour. Donc je laisse ça comme ça. Parce que cela entraînerait des changements un peu dans toute l'application. Donc là c'est bon. Alors que c'est pas le but de cette partie, c'est de se focaliser sur la configuration. Donc nous avons le token. Donc là nous sommes au niveau du... Je vais vérifier s'il y a d'autres parties où on l'utilise. Au niveau du hôte contrôleur, là c'est bon. Là c'est au niveau de... C'est au niveau de là où on l'a créé. Ok, donc c'est bon, on va se focaliser sur le hôte contrôleur là. Donc ici, on doit lui passer maintenant, en plus de cette information, le secret. Donc il faut qu'on le récupère quelque part. Et ce quelque part, c'est le config service. Donc ce que nous allons faire ici, au niveau de contrôleur, nous allons également injecter, lors de la création de ce contrôleur, nous allons injecter le service de configuration. Donc ça veut dire que quelque part ici, nous allons ajouter comme seconde dépendance de ce contrôleur notre config service. Donc on va dire ici que en plus de cela, nous avons maintenant besoin d'un config service. Donc ce service lui sera injecté lors de la création. Donc on peut maintenant venir ici et récupérer le secret. Donc je fais secret ici. Donc on va dire que le secret, ici nous faisons appel au user service. Or le user service a déjà accès au config service. Donc on n'a pas en principe besoin de fournir ces informations depuis l'extérieur. On va voir à quoi cela ressemble. Donc du coup ici j'ai mon user service. On avait le config service qui est déjà présent. Donc au niveau du get, du generate token ici, si on regarde ici, ok, donc on aurait pu utiliser directement on aurait pu récupérer directement le secret en passant par le service. Donc on n'a pas besoin en réalité de faire ceci, vu que le service est déjà injecté au niveau de... Vu que le service est déjà injecté au niveau du user service. Donc pas besoin de modifier le contrôleur ici. Donc je peux enlever ce que j'ai fait ici. Donc ici, on n'a pas besoin d'injecter quoi que ce soit. Si on regarde le factory, le config service, on n'a pas besoin de ça. Parce que ça se trouve déjà dans le user service. Et vu que c'est le user service qui dispose de cette méthode de génération de tokens, ça veut dire que nous pouvons récupérer ces informations et les utiliser directement ici. Donc ça veut dire que ma fonction ici, je peux faire appel ici au service en question. Donc je peux faire secret ici et récupérer directement la valeur comme je l'ai fait ici. Je n'avais pas fait attention à cela. Donc le secret. Donc là c'est bon. On va juste dire aussi au niveau des options que le secret, on considère cela comme une chaîne de caractères.
Donc nous avons, qu'est-ce qui nous reste encore? Nous avons fait le cas du secret, le cas du salt. Nous avons fait les ports et le DBURI. Donc nous venons de passer ainsi par le service de configuration pour passer les différentes valeurs à notre application sans passer par les variables que nous mettons en dur dans notre application. Donc nous allons tester encore une fois tout cela pour voir si tout marche bien. Je vais passer à l'environnement de prod. Ok, je me connecte ici. Je vais essayer de faire un login avec un utilisateur. Ok, donc cet utilisateur, je l'avais créé sur la prod. Je fais ceci. Il me dit ok, sur le port d'authentification. Ok, ici, j'ai l'application qui a crashé. Il me dit qu'il ne peut pas récupérer cette information. Ok, et ça c'est au niveau du user service. Est-ce qu'on a bien injecté le service lors de sa création? Je suis au niveau du user service. Si on regarde le user service factory, peut-être que je ne l'ai pas fait. Import, ok, donc du coup ici j'ai remis l'injection de la dépendance. Et là je suis au niveau du, je vérifie rapidement, là je suis au niveau de haute route. Donc ici je dois injecter lors de la création de ces éléments mon user, lors de la création de mon user service ici, je dois injecter mon user configuration en service ici. Donc il me manque le user configuration service ici. Ici, on est censé avoir, du coup je vais regarder une chose ici. J'ai le hôte route. J'ai le hôte route, j'ai le routeur qui est exporté, qui est utilisé de l'extérieur. Donc il va falloir trouver un moyen de passer le service que nous venons de créer à notre user service ici. Donc c'est pour ce genre de besoins qu'on utilise généralement des librairies qui permettent de gérer les injections de dépendance. Parce que l'idée de ce que nous souhaitons faire ici, c'est d'avoir un service de configuration unique dans toute l'application. Mais pour pouvoir gérer cela, je peux créer un factory ici qui va me créer le hot router au lieu de l'avoir directement comme nous l'avons ici. Donc je peux créer ici une fonction, vu que nous avons besoin de la dépendance ici, et que cette dépendance, si je regarde ici, au niveau du fichier d'index, donc si je prends le fichier d'index ici, et que je cherche user, et je refais, donc ici je suis au niveau de mon hôte route. Donc du coup si je viens au niveau d'index, je m'attends à voir le hôte router ici. Mais ce que nous souhaitons faire actuellement, c'est de passer le fichier de configuration, plutôt le service de configuration que nous avons créé ici. Nous souhaitons l'utiliser nous souhaitons l'utiliser au niveau de ce routeur, au niveau des contrôleurs par exemple de ce routeur. Donc l'idée serait de trouver un moyen d'injecter cela à ce routeur lors de sa création.
Donc pour pouvoir faire cela, nous allons modifier un peu les choses ici. Donc nous allons créer un factory qui va wrapper tout cela et va nous retourner le router. Donc ici, c'est un cas particulier, nous n'avons pas eu ce besoin pour les autres routeurs, mais on peut faire cette modification pour aligner tous les autres routeurs sur cette façon de faire également. Mais c'est seulement pour ce routeur que nous avons le besoin, donc on va le faire juste pour ce routeur. Donc on va créer un factory ici. Donc on va nommer ça hôte. On va nommer ça hôte router factory. Hôte router factory. Donc du coup, ça va nous retourner quelque chose que nous allons définir. Donc je fais ceci. Dans ce hôte router factory, c'est lui maintenant qui va nous retourner notre routeur après sa création. Donc on va déplacer tout ceci à l'intérieur et c'est lui maintenant qui va retourner le routeur après sa création. Hôte router. Donc ici, cela nous permet de pouvoir passer comme dépendance ici le config service. Donc on a besoin du config service ici. Donc ça veut dire qu'on peut maintenant passer notre config service comme dépendance ici. Donc ça veut dire jusque là où nous avons l'habitude d'utiliser le hôte router directement, c'est-à-dire au niveau de notre index ici, nous devons modifier les choses pour maintenant faire appel à ce factory. Et pour pouvoir faire appel à ce factory, il va falloir lui passer la configuration qui est le config service. Donc ici, le config service, nous faisons tout ceci dans le main. Donc il va falloir ici, donc dans notre main, c'est là où on crée c'est dans notre main qu'on passe la dépendance au hôte factory. Donc nous pouvons dire maintenant avec ce que nous avons vu que le service nous permet déjà de pouvoir récupérer ces informations de configuration. Donc on peut modifier un peu les choses et dire maintenant qu'au lieu de prendre une config ici, que nous voulons juste que notre main ici prenne comme dépendance le config service. Donc on peut modifier les choses comme ça. Donc ici c'est le config service. Donc ça veut dire que maintenant la configuration que nous avons ici, nous pouvons les récupérer autrement. Donc ça veut dire que nous allons faire ici déjà config service .get, récupérer le port, faire la même chose pour le db URI comme nous l'avons fait plus bas dans le même fichier. Donc c'est comme si on fait tout ce qu'on avait fait ici, on le faisait directement là. Donc du coup le config, nous n'avons plus besoin de cela. Et le config service qui est injecté ici, nous devons maintenant le passer à notre factory ici pour qu'il puisse l'utiliser pour faire son travail. Donc en procédant ainsi, nous avons notre main principal qui dépend, le bootstrapping de l'application qui dépend maintenant du service de configuration. Donc le main c'est bon ici, le service de configuration il est créé, donc nous n'avons plus besoin de faire toute cette gymnastique à l'extérieur, vu que le main prend maintenant en paramètre le config service pour pouvoir faire ces différents travaux.
Donc là, c'est bon. Donc le config service, il est passé au main. Le main l'utilise pour récupérer les informations nécessaires. Ensuite, nous avons la création des différents routeurs qui sont branchés sur les éléments. Donc si un routeur a besoin du config service, on lui passe là lors de sa création. Donc, nous allons retester tout ceci pour voir ce que ça donne. Déjà, le build, est-ce qu'il marche? J'ai une erreur ici. On va voir. Le secret, oui, on n'a plus cela. Je vais relancer tout. Ok, la compilation est bonne. Non, il y a un souci toujours. Le secret ici. Ok, il dit qu'il ne trouve pas le secret ici. Ça, c'est au niveau du haute middleware. Ok, donc au niveau du haute middleware, nous avons besoin du secret également. Donc on peut faire pareil. Donc on transforme ceci de haute middleware en un factory. Donc je vais juste dire ici haute, je vais dire create haute middleware factory. Donc on passe tout ceci. Donc ça veut dire que ceci, il va maintenant retourner à la fin, return, tout ça. Et ça c'est notre autre middleware. Dicom. Je vais juste faire le return ici. Ok, il nous faut maintenant passer le config service ici. Le type config service. Donc il nous faut passer le config service et on va utiliser le config service pour récupérer le secret ici. Donc je fais config service.get. Donc je lui passe le secret ici. Et nous allons dire que ceci est considéré comme étant une chaîne de caractères. Donc nous avons le typage ici qui est bon. Est-ce que j'ai d'autres erreurs? Ok, je pense qu'il manque la fermeture. De quelque chose ici. Ok, donc ça veut dire que les parties où nous avons l'habitude d'utiliser le haute middleware dans l'application. Si je cherche haute middleware, donc ça n'existe plus. On va remplacer cela par l'import du create. Est-ce que ça a été exporté? Haute middleware, donc ça n'a pas été exporté. Donc j'exporte le factory. Et là, les parties où on utilisait le haute, donc il va falloir faire maintenant appel à notre factory et lui passer le config service. Donc là, c'est bon, le config service est injecté. Donc pour toutes les contrôleurs ou tous les contrôleurs qui auront besoin
à l'avenir, au cas où l'application évolue par exemple ou dans la pratique des configurations, on peut lui passer les configs services qui seront utilisés plus tard par les contrôleurs qui sont branchés sur qui contrôlent les différentes routes se trouvant sur ces endpoints. Donc là, on revérifie encore une fois. Donc côté compilation, il n'y a pas d'erreur. Je relance. C'est bon. Je relance également l'application en mode dev, en mode prod plutôt. Donc c'est sur le port 5000. On va faire un test. Donc je fais le register, je l'avais déjà fait. Donc le login, on teste. Donc nous avons un token. Donc on va utiliser ce token. Donc voilà dans la pratique comment les variables d'environnement nous permettent de switcher facilement d'un environnement à un autre sans changer le code. Autre chose à prendre en compte avec l'utilisation des variables d'environnement ici, lorsque je regarde dans les changements qui ont été effectués côté Git, on voit que mes variables d'environnement apparaissent ici. Donc si je fais l'erreur d'ajouter cela, donc ça va leaker sur GitHub ou sur la plateforme qui me permet de gérer le versioning de mon application. Donc il est important, lorsqu'on utilise des variables d'environnement, de les ignorer dans notre fichier gitignore, pour que Git ne les voit pas comme des fichiers à historiser. Donc ici, nous allons juste modifier notre gitignore. Donc si je prends notre gitignore ici, nous allons modifier son contenu pour lui dire de ne pas prendre tout ce qui est fichier se terminant par .env comme fichier à historiser. Donc on peut faire ceci. Donc je vais juste dire ici tout ce qui se termine par .env. Donc ne les prend pas en compte. Donc on voit maintenant que après cette modification, lorsque j'ai fait la sauvegarde de cette modification, ces changements n'apparaissent plus dans la liste des fichiers qui ont été modifiés. Donc si je refais ceci, si j'enlève ceci, donc on voit que ces fichiers sont vus de nouveau par Git. Donc c'est un facteur qui est important. Donc la question à se poser, dans ce cas, comment les autres développeurs sauront qu'il y a tel fichier et qu'il faut respecter le format qui a été mis en place. Donc pour pouvoir faire cela, ce qui se fait généralement, c'est de créer une copie de ce fichier. Donc si je reviens là, donc ce qui se fait, c'est de créer une copie de ce fichier. Donc on le met à la racine. Donc et de nommer ça sample env.sample. Donc créer un fichier que vous nommez par exemple de cette façon. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez maintenant, en fonction de l'environnement, partager avec les différents développeurs. Donc du coup ici, je vais supprimer le fichier, recréer cela. Donc ici, j'ai le prod et le development. Donc je copie, par exemple, ces deux où je copie juste un environnement en fonction du besoin. Donc je copie cela et je renomme ça. Donc ici, ça veut dire que je vais transformer ça pour dire qu'il y a un environnement prod et un environnement de production. Donc je peux nommer ça de cette façon .sample, ou je peux même nommer ça comme un fichier de test. Donc le développeur récupère cela et renomme ça localement. Donc il y a certaines personnes qui nomment ça env.local. Donc je peux nommer ça, on peut nommer ça également de cette façon. Donc on fait pareil pour le dev. Donc on peut nommer ça .local ou .sample selon ce que vous souhaitez. Donc l'idée c'est juste de permettre aux développeurs de savoir qu'il y a un fichier ou qu'il y a des variables d'environnement et qu'il doit respecter un format donné.
Donc là, maintenant, nous pouvons mettre tout ce que nous voulons ici. Donc on peut dire que ça, par exemple, que ça peut prendre la valeur production ou development, mais vu que c'est pas un facteur important et que c'est pas un secret, on peut laisser cela comme ça. Donc on va juste enlever les informations sensibles. Par exemple, au niveau du secret, on peut mettre tout ce que nous voulons. Donc on peut mettre your secret par exemple ici. Au niveau du DB URI également, on peut mettre ici le DB name par exemple. Donc ça, c'est les informations qui sont sensibles. Donc on se rappelle juste de modifier les informations qui sont sensibles. Donc on fait pareil pour le second. Là, je pense que j'ai fait l'erreur de modifier le vrai fichier. Je restaure cela. Ok, donc là, c'est le bon. La production, ça c'est la production, c'est le dev. Ok, donc on avait quelque chose comme ça. Donc c'est les samples que je voulais, ou les locales que je voulais modifier. Donc ici, je peux faire quelque chose comme ça. Ça c'est le dev, donc je remplace juste ça par development. Donc pour la production aussi, je remplace son contenu. Donc il faut juste s'assurer de ne pas envoyer les bonnes données ou des données sensibles en production. Donc je vérifie rapidement d'envoyer plutôt les données sensibles sur notre gestionnaire de version, c'est-à-dire Git. Donc si on regarde rapidement, si je ferme tout ça, donc si je prends les vrais fichiers, donc développement, testDB, si je prends production, dbprod, secrets, et si je prends les locales, donc si je prends le local ici, donc j'ai les informations pour permettre aux développeurs de savoir que le fichier doit exploiter ce format. Je fais pareil ici pour le production, donc c'est bon, db name, your secret, ok. Donc avec ça, dans la documentation de l'application, il faut juste dire aux développeurs que pour démarrer l'environnement de développement, il faut juste renommer ce fichier ou copier ce fichier, enlever ces deux fichiers, enlever les extensions locales si vous voulez simuler les environnements locaux et productions localement. Donc ça, on peut quand même les ajouter aux variables, on peut quand même les ajouter aux fichiers qui seront suivis par l'application. Donc pour résumer ce que nous avons fait rapidement, nous avons créé d'abord les fichiers contenant les variables d'environnement. Ensuite, nous avons créé un service qui est le configuration service, dans lequel nous avons réalisé le chargement des différentes variables d'environnement. Donc le but de ce service est de pouvoir parser les données comme nous le voulons et le passer à notre application. Et ce service dispose d'une méthode get qui prend en paramètre une clé et qui retourne une valeur correspondant à l'une des valeurs que nous avons récupérées au niveau des variables d'environnement. Ensuite, aux différents niveaux dans l'application, lorsque nous avons besoin de récupérer des variables ou des choses qui changent en fonction de l'environnement, que ce soit en production, en développement, etc., on les récupère en passant par ce service. Donc ce service a été injecté au besoin, soit au niveau des contrôleurs, soit au niveau des services qui en ont besoin pour pouvoir travailler. Donc voilà, de façon générale, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas également à partager ce contenu autour de vous pour permettre à d'autres personnes de bénéficier également de ce contenu. Et en faisant cela, cela améliore également la visibilité de la chaîne.
Vous trouverez également en description de la vidéo le lien vers le dépôt Git ou la branche en question, au cas où vous voulez récupérer le code et faire quelques tests par vous-même.